Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter toute la modélisation des données depuis le début de l'humanité même. Donc, ce qui a été difficile, en fait, c'est de trouver la vraie source de vérité, parce que Internet, c'est un peu compliqué de trouver des bonnes informations. Et c'est la raison pour laquelle j'ai ici mis le QR code d'accès à l'Associative for Computing Machinery. Ça contient toutes les archives des publications scientifiques sur la modélisation des données et au-delà sur tout ce qui est lié à l'informatique. Vous allez retrouver des choses très concises, des documents vraiment très clairs, beaucoup plus clairs que ce qu'on peut retrouver actuellement sur Internet, qui a été souvent déformé, compliqué, alors que les choses sont beaucoup plus simples qu'il n'y paraît. Alors cette conférence, elle va être découpée en 7 épisodes. Le premier épisode, ça va se baser vraiment sur cette phrase de Platon. La nécessité est mère de l'invention. C'est-à-dire qu'on ne fait pas les choses pour rien, on les fait parce qu'on en a vraiment besoin. C'est clair qu'on a tous cette expérience. Quand on a besoin de quelque chose, c'est là qu'on va être les meilleurs pour inventer. L'épisode 2, c'est la négantropie. Donc c'est pas le nom d'un groupe de death metal des années 90, négantropie. C'est en fait toute la lutte contre une entropie non maîtrisée. Donc les données, en fait, ça devient très vite chaotique et très tôt, en fait, on a essayé de les contrôler. Contrôler leur structure, contrôler leur stockage, contrôler la façon d'y accéder. On arrive même à l'épisode 3 où c'est carrément, on cherche l'entropie zéro. L'entropie zéro, c'est l'état le plus stable. C'est inatteignable, en fait. L'épisode 4, on va parler de l'ère de la relation, l'ère du relationnel. On est toujours dans l'ère du relationnel. L'épisode 5, on va parler de la énième dimension. Vous allez vite comprendre ce que c'est. Et l'épisode 6, on va parler du Big Bang des données, pour ensuite arriver à l'épisode 7, la discipline du chaos. Donc comment, en fait, gérer tout ça. Donc premier épisode, la nécessité mère de l'invention. On va commencer très tôt par une simple image. Ça peut paraître, assez bateau en fait, puisque cette image-là, on l'a tous vue dans nos livres d'histoire. Mais en fait, c'est l'art de transmettre. L'art de transmettre, ça remonte à des temps lointains où l'humain commença à représenter le monde qui l'entoure. Par exemple, les peintures rupestres en sont un merveilleux témoignage. Et les historiens tentent toujours de comprendre pourquoi, quelles sont les raisons qui ont poussé à de telles représentations dans les grottes. Et chacun est libre de fournir son explication. Alors, peut-être s'agit-il simplement de répertorier, classifier les animaux, comprendre les caractéristiques d'une espèce, illustrer une scène de chasse, marquer son territoire ou simplement décorer sa grotte. On n'en sait rien. Ça, c'est à vous de juger. Et personne ne le sait. Et toujours utile, ici, le stockage n'est pas transportable. Et ça va être une problématique aussi. Ensuite, on a eu l'invention de l'écriture et la structuration des écrits. Et ça, c'est une véritable révolution technique, on peut le dire, qui a permis de transporter les informations. Donc ici, on voit un tableur sumérien de 3 lignes et de 3 colonnes. Et ces tablettes en argile de l'époque des Sumériens seraient souvent utilisées pour stocker des données administratives ou des données de comptabilité. Et on est en moins 4000, moins 3000 avant Jésus-Christ. On est en train de se poser des questions sur la modélisation des données. Alors, autre révolution technique, c'est l'invention des rouleaux de parchemin. Sachez qu'ils ont été inventés avant les rouleaux de sopalin, vers moins 200 avant Jésus-Christ. Et les procédés de fabrication du papier, eux, remontent vers moins 200 et sont à attribuer à nos amis chinois. Donc vous voyez, la quête de la modélisation des données, c'est quelque chose d'universel. Et je crois que le progrès technique majeur de ces derniers millénaires, c'est l'invention du livre. Donc il faut prendre un peu de recul sur un livre, mais c'est vraiment un magnifique support de stockage. Il est transportable et il est constitué de pages qui permettent de stocker l'information en recto et en verso. C'est révolutionnaire quand même. Et en plus, on peut accéder très vite à l'information au moyen d'un numéro de page. Ça paraît tout bête ce que je dis, mais ça va construire tout ce qui va se passer après.
Et en plus, grâce à l'imprimerie, on va pouvoir le répliquer. Donc vous voyez, cette image, elle représente une collection encyclopédique parfaitement partitionnée. On va la partitionner, on va créer plusieurs livres pour créer une collection. Les index alphabétiques et thématiques sont un moyen extrêmement efficace d'accéder à l'information. Par exemple, l'index est séparé des données à explorer. C'est vraiment ce qu'on va retrouver. Ils font même l'objet de livres dédiés. Dans cette collection, on va avoir des livres qui vont contenir des données et des livres qui vont contenir les index. C'est pareil pour des exemples plus récents, mais déjà lointains. On pourra citer l'annuaire des pages blanches, qui a un index purement alphabétique, et l'annuaire des pages jaunes, qui est un index thématique classé par ordre alphabétique. Pareil, c'est tout bête ce que j'ai dit, ça paraît... mais en fait, ça va construire beaucoup de choses par la suite. Ensuite, on a le phénomène des bibliothèques qui va se développer à partir du XVe siècle, et des musées. Et c'est sans doute à considérer comme les premiers centres de données. Ils vont répondre au besoin de centraliser et d'archiver les collections, et de les indexer pour faciliter leur consultation. Des questions importantes ont été traitées à cette époque-là. Comment codifier la référence vers un document de façon unique? L'ancêtre, en fait, des clés uniques. Plus récemment, c'est l'ISBN, même si ça remonte aux années 60-70, c'est récent. Comment organiser le stockage des données dans les bâtiments en vue de gérer efficacement les collections et l'archivage? Et comment sécuriser l'accès aux ouvrages? Comment tracer les prêts et les consultations? Comment se prémunir des catastrophes? C'est toujours des questions qui sont d'actualité dans les data centers. Donc là, sur l'image, ce qui est assez drôle, c'est de voir qu'on chaînait les livres pour ne pas les voler. On les répartissait dans des zones séparées. Donc finalement, on retrouve exactement les mêmes problématiques. Ensuite, on arrive aux premières cartes perforées qui ont fait leur apparition, notamment dans le domaine musical. J'en parle, par exemple, le plus ancien orgue de Barbarie. Donc l'orgue de Barbarie, vous savez tout ce que c'est, fonctionne encore aujourd'hui. C'est celui du château de Salzbourg. Il a été fabriqué en 1502. Donc c'est vraiment le premier système d'entrée-sortie qu'on a. On entre, un support perforé, et en sortie, on a d'une musique. Donc il y a les boîtes à musique aussi, avec leurs cylindres qui actionnent des lames métalliques qui sont parfaitement accordées les unes avec les autres. Et au niveau industriel, et en particulier dans le domaine du tissage, les métiers à tisser sont un système complexe également, et c'est automatisé de la même manière avec des cartes perforées, comme vous le voyez sur cette image. Et cette image représente le premier modèle du genre, c'est le métier à tisser de Basile Bouchon, qui va inspirer ensuite d'autres métiers à tisser, comme le métier jacquard. Donc il s'agit vraiment ici des premières données gérées automatiquement par un système mécanique grâce à une unité de gestion des entrées-sorties. Donc c'est très important, là, cette notion d'entrée-sortie. C'est pas human readable, vous voyez bien, et c'est complètement vendor locké puisque ça marche que sur une machine. Mais en tout cas, le principe y est. C'est purement mécanique. Et puis ça ne va pas se terminer là. Au fur et à mesure du temps, au XIXe siècle, apparaissent de nouveaux types de données. Par exemple, le daguerréotype, qui va permettre de photographier dans les années 1840 et 1850, sachant qu'il fallait tenir la pose plus d'une demi-heure avant d'avoir une photo. Ça constitue un support de stockage un peu différent, une nouvelle donnée. On pourra citer les peintures, mais il y a cette photographie qui va arriver. Et les premiers systèmes d'enregistrement audio aussi, qui vont permettre d'immortaliser le son, comme ici sur un cylindre phonographique. Il y a le cinéma aussi qui va produire des films stockés sur des bobines contenant une pellicule d'images ordonnée temporellement. Pareil, c'est tout bête, mais ça a son importance. On pourra même, au début du XXe siècle, acheter son folioscope, ce que vous voyez représenté à droite, et ces mini-bobines de film. Il suffira de tourner la manivelle et regarder le film au niveau de l'oculaire prévu à cet effet. Et à partir du XXe siècle, seront produits de nombreux systèmes permettant de gérer des entrées-sorties. Et les choses vont ensuite s'accélérer grâce à une discipline qui s'appelle la mécanographie. Donc au XXe siècle, on va faire de la mécanographie.
plutôt que de l'informatique. Donc, suffit les loisirs, hein, terminé. La musique, la photo, les films, la mode, place à d'autres secteurs plus sérieux. On va vouloir trier, rechercher, comparer et tracer les informations, surtout dans le domaine bancaire. Tout un tas de machines vont être mises au point pour cela. Et IBM est le leader dans ce domaine, puisqu'en fait, il a été spécialisé dès 1911 et fabrique ces gros systèmes qui vont évoluer au fil du temps. On pourra citer les cartes perforées qui vont être modélisées et rationalisées peu à peu. Les fameuses punch cards d'IBM, illustrées par cette image. Certaines cartes étaient également pourvues d'une zone d'écriture. C'est l'ancêtre véritablement de la disquette. Elles vont continuer à être utilisées pendant un long moment. Et au fil des avancées technologiques, elles fonctionnent de façon complémentaire avec des systèmes de stockage électrique, électromécanique et électromagnétique. On va arriver à la fin des années 40. On citera principalement l'utilisation des tubes pour stocker la donnée, des disques magnétiques et des supports à bande magnétique pour un stockage pérenne. On va avoir deux types de stockage, le stockage en mémoire centrale et le stockage en mémoire persistant. Il n'y a pas d'informatique s'il n'y a pas de données. Au pire, il y a la mémoire. Alors ça, c'est une photo intéressante. Si vous allez voir du côté des archives de la BNP, vous allez trouver tout un tas de photographies sur ce qu'était un workspace, un open space à l'époque. Donc ça, c'est une salle de comptabilité, de mécanographie au centre de conservation des titres de la BNCI à Dinan, vers 1939. Donc là, on peut y voir les différentes machines qui servent à trier, à classer les éléments de comptabilité, les transactions qui vont être ensuite analysées par des chefs que vous voyez sûrement représentés à gauche. Donc il y a toute une structure dans l'open space. C'est très intéressant. Il y a pas mal de photographies à voir. C'est fabuleux. Et en fait, voilà, le traitement de l'information existe depuis vraiment longtemps. Et tout ce qu'on est en train de construire, tout ce qu'on construit, tire ses bases de cette époque. Autre chose, ça c'est un exemple de poste de travail vers la fin des années 40. Donc ces deux personnes sont probablement des développeurs qui travaillent à coder leur algo sur les cartes perforées. Et on peut voir les systèmes mécanographiques derrière d'IBM pour gérer l'écriture des programmes. En fait, c'est l'ancêtre de VS Code que vous voyez là. Donc voilà, au fil du temps, ce qui est important de savoir, c'est que toutes les données qui ont été produites jusque dans les années 50, elles prennent beaucoup, beaucoup de place. C'est vraiment l'univers de Gaston Lagaffe. Il y a de la paperasse partout, on passe son temps à classer, ranger, chercher. Il y a beaucoup de travail lié à ça. Et puis, ces problèmes de stockage et d'accès à un volume de données toujours croissant ont incité des groupes de travail à se pencher sur la manière de résoudre cela. Et on va chercher à diminuer le degré d'entropie élevé qui menace. On parle de modèle de données, même s'il sera important de garder à l'esprit que ce modèle est basé sur 3 composantes. Si vous voulez vraiment maîtriser le modèle de données, je pense qu'il est important de comprendre ces 3 axes. Il y a l'organisation du stockage, il y a la structure intrinsèque des données à enregistrer, c'est un peu ce qu'on appelle le modèle de données logique, la manière d'y accéder. Donc l'accès à la donnée, c'est très important. Le modèle doit prendre en considération la façon dont on y accède. Il faut y accéder vite, surtout à notre époque, il faut que ça aille vite. Et il faudra faire des compromis. Par contre, on ne peut pas tout avoir. Il y a des compromis à faire, et jusqu'à l'heure où je vous parle. Donc voilà pour ce premier épisode. Finalement, on se rend compte que structurer les données, c'est un sujet qui ne date pas d'hier. On voit qu'à notre disposition, on a des images, on a du texte, on va avoir des vidéos. On va avoir déjà, avant même de construire le premier système de gestion de base de données, toutes ces données-là à enregistrer quelque part. Ensuite, on arrive à l'épisode 2. Pour faire suite à la conclusion du premier épisode, c'est qu'on va chercher à diminuer l'entropie des systèmes qui commencent à se complexifier. Et pour ça, la première chose qu'on fait, souvent lorsqu'on doit traiter un problème de grande ampleur, c'est organiser une équipe, forme de squad. Et le nom de cette squad, c'est Codazil.
c'est le Comité on Data System Language, et c'est un groupe de travail qui est né en 1959 et qui est essentiellement constitué d'experts et d'industriels. Et son objectif est de standardiser la façon d'opérer les systèmes, notamment en structurant le langage de programmation et de manipulation des données, connu sous le nom de COBOL. COBOL, c'est vraiment un langage qui est orienté pour manipuler de la donnée. C'est un langage donc de 3e génération. Il faut connaître les systèmes d'adressage, faire des pointeurs. C'est complexe. Il faut... Enfin voilà, c'est pas quelque chose de facile à construire et à tenir dans le temps. On va définir également comment les données doivent être structurées sur les nouveaux supports de stockage, tels que la mémoire centrale. On va voir apparaître des systèmes électromagnétiques. Des tubes, on va avoir des disques, les premiers disques durs qui vont prendre une place énorme. Et surtout, on va avoir des bandes magnétiques qui vont être beaucoup plus pratiques à transporter et qui vont perdurer aussi pas mal dans le temps. Codasyl va permettre de mettre de l'ordre tout ça, et grâce notamment à un monsieur qui s'appelle Charles Bachman, et c'est un des membres, on va dire, les plus actifs de Codasyl. C'est un ingénieur de terrain, il a de l'expérience, il voit vraiment la réalité des choses, il est dans la nécessité. Et il a travaillé pour de nombreuses entreprises dans le secteur industriel. Et en 1960, pour le compte de General Electric, il va équiper un gros système de l'époque qui s'appelle le JE235, le General Electric 235. C'est un premier système. Il va construire un premier système de base de données, mais vraiment au sens software du terme. C'est vraiment le premier software. Il s'appelle Integrated Data Store. On l'appelle IDS. Il est basé sur la notion de pointeur. C'est-à-dire qu'il va falloir connaître les adresses des blocs sur lesquels sont enregistrées les données. Donc ça ne va pas être très pratique, ça va être un peu compliqué. Il va falloir gérer les plans d'adressage, stocker ça dans des tableaux, manipuler des curseurs. Et on va en fait accéder à la donnée par un parcours navigationnel. On a appelé ça les bases navigationnelles parce qu'on va naviguer de proche en proche dans le schéma, au sein d'un réseau d'occurrences de données. Donc là, on va commencer à rentrer dans le détail petit à petit. Vous voyez déjà sur la gauche de la diapositive ce que c'est un schéma. Donc lui, il va être un schéma hiérarchique, c'est-à-dire qu'un parent pourra avoir plusieurs enfants et un enfant pourra avoir plusieurs parents. Donc c'est une structure réseau, pas hiérarchique. Alors ici, juste pour sensibiliser un petit peu aux contraintes qu'il va y avoir à l'époque, on voit le fameux système de General Electric, le GE235. Et cette photo illustre bien les différents composants qui le constituent et la complémentarité de l'usage des cartes entrée-sortie, qui sont l'ancêtre des disquettes ou des disques, etc., avec les composants électromagnétiques qui l'entourent. Et on aura 3 composants majeurs. Donc un, vous voyez au milieu, c'est la mémoire centrale. Ensuite, on va avoir la mémoire persistante qu'on va voir au fond. Soit ce sont des disques magnétiques et leurs systèmes qui sont pourvus d'une tête de lecture. Donc ça va être très important de prendre en compte cette contrainte mécanique, d'ailleurs qui est toujours existante sur les disques, ce ne sont pas des disques, les disques magnétiques, ils ont des têtes de lecture. Et le déplacement aléatoire pose des gros problèmes de performance. Et tout ça, ça va driver pas mal de réflexions dans le domaine de la recherche. Donc on a les entrées-sorties également, qu'on voit représentées, donc les cartes punch, et une imprimante pour avoir de la sortie de données. Alors les cartes aussi ont des zones pour pouvoir écrire, donc il y a des entrées, elles peuvent aussi contenir des sorties, et sinon vous avez du papier qui va s'imprimer, vous avez une mémoire centrale sur laquelle va résider généralement le système d'exploitation, tous les programmes, tout va être monté en mémoire. Un petit peu comme ce qu'on faisait dans les années 90, quand moi j'ai fait mes études dans cette époque, mais voilà, j'avais mes disquettes DOS, on les montait en mémoire, on les retirait, on installait ces disquettes de données, on faisait ces programmes, ensuite on enlevait tout ça, hop, on éteignait, ciao, et on revenait, on faisait comme ça. Même principe. Alors le schéma Codasyl. Donc Codasyl, ce fameux groupe qui a standardisé la façon de travailler avec COBOL, les données, va aussi standardiser la façon avec laquelle vont être stockées les données.
Donc les enregistrements, ils sont regroupés dans des blocs de fichiers spécifiques pour faciliter leur accès séquentiel. Donc ça, c'est important. Vous savez qu'un fichier, c'est structuré en blocs de fichiers. Donc il y a plein de petits blocs. Et en fait, pour faciliter les déplacements de la tête de lecture, on va essayer de viser un bloc précis. Et ensuite, on va faire des lectures séquentielles sur ces blocs ou sur les blocs adjacents. Ça va être plus rapide. Parce que si on saute systématiquement de bloc en bloc, on risque de ralentir les performances et en plus d'abîmer le matériel. Maintenant, il y a cette possibilité et il dispose également d'une clé qui permet un accès direct. Vous voyez ici, je représente 3 grandes familles, donc tout ce qui concerne le provider, donc un fournisseur de produits. Tous ces enregistrements vont résider dans le même fichier, donc ils vont résider dans un ensemble de blocs de fichiers. Pareil pour les clients et pareil pour toute la gestion des commandes. Des liens aussi permettent de naviguer gentiment entre les enregistrements, comme je vous ai expliqué, par un système d'adressage. Et on nomme aussi les liens et leur direction avec des concepts d'owner et de member. Donc l'owner peut avoir plusieurs members et un member peut appartenir à plusieurs owners. Donc on est vraiment dans une architecture de type graphe réseau. Ce n'est pas tout à fait le même graphe que je vais vous présenter à la fin, mais c'est déjà incroyable, puisqu'on est dans les années 60, on parle de base type graphe. Ouais. Le modèle, il n'est pas uniquement hiérarchique, mais bien plus ouvert. On va pouvoir construire vraiment une multitude de cas d'usage, de navigation. Le tout, c'est de rester dans les blocs de fichiers. Donc ce modèle de représentation, ça s'appelle un diagramme de Bachmann. Donc on représente le parent et les enfants en suivant la flèche. Donc vous avez un fournisseur qui va construire plusieurs produits, va fournir plusieurs conduits. Là, j'ai mis construire. Vous avez, côté client, la possibilité d'évaluer un produit. Vous allez pouvoir le faire comme ça. Vous mettez la flèche là où vous voulez porter la relation, le lien plutôt, le lien qui est important. Vous allez pouvoir avoir un client qui va acheter via des commandes et un produit qui va vendre par des commandes. Voilà, vous nommez tout ça et vous avez vraiment un schéma qui se met en place. Donc le schéma Code Asile, c'est un vrai schéma, comme le schéma relationnel. Vous avez un concept d'area. Donc en fait, il faut spécifier dans quelle zone de fichier vous voulez mettre vos enregistrements, votre modèle, vos records. Donc les records, ils ont une location, ils ont ce qu'on appelle des atomes. Donc les atomes, ce sont ni plus ni moins que des colonnes, mais très atomiques, très réduites. Et vous avez une notion de groupe parce que vous avez le droit aussi de répéter les atomes. Ce qu'on peut pas faire avec ce qu'on peut faire avec le rationnel, mais qui est interdit par les formes normales. Vous ne pouvez pas faire des répétitions comme ça. Donc là, il y a cette possibilité-là. Et puis vous avez le concept de links qui vont contenir simplement des références vers d'autres blocs de fichiers. Et donc, ce que ça donne, alors une des pratiques courantes quand on fait du graphe, et de toute façon c'est toujours le cas même maintenant, c'est de représenter les occurrences de liens. Et là, on va les représenter en vue d'optimiser les parcours d'accès aux données. Je vous ai dit, c'est important d'avoir ça en tête. On veut optimiser l'accès aux données. Ici, on va utiliser le principe des listes chaînées. Vous savez, une liste chaînée, ça contient une valeur et aussi une adresse vers la référence suivante. Donc le principe de liste chaînée va permettre des parcours séquentiels en complément d'une clé d'accès direct. Donc vous pouvez très bien accéder par exemple à C2 et ensuite naviguer vers C1, naviguer vers P3 et revenir vers C2. Donc en rouge. Vous avez vraiment des listes chaînées. Il y a plein de listes chaînées qui se construisent au fur et à mesure. Donc évidemment, les instructions permettant d'opérer ces données, elles sont nativement présentes dans le langage COBOL. Et le code qui est généré est très complexe, puisqu'il va être complètement lié au système. Donc derrière, on va manipuler du hardware. Mais c'est là, en fait, on va jouer avec la notion de curseur. Je ne sais pas si vous connaissez, vous avez déjà entendu parler des curseurs. En tout cas, ceux qui ont travaillé avec l'ancienne génération, voilà, ils étaient avec les curseurs. Oui, tu as mis ton curseur, etc. Moi, je viens du monde Java. Au départ, j'ai commencé en Java. Je me suis dit, de quoi il parle. Bon, voilà, donc c'était une façon d'organiser son programme.
Mais en tout cas, les résultats sont là, puisqu'IDS, c'est un système ultra performant. Et sa première version a été déployée en 1964 sur le GE235, justement, que je vous ai présenté auparavant. Et puis, il va devenir IDS2 en 1975, et puis IDMS. Et il sera capable de gérer 10 milliards de transactions par an, avec des pics allant jusqu'à 100 transactions par seconde, avec des capacités de stockage de l'ordre du téraoctet, ce qui était dans les années 80, 70-80 déjà pas mal. Et sachez qu'un tel système, ça existe encore sur des gros systèmes, ça tourne encore, quoi. Et c'est ça qui est dingue, quoi. Donc voilà, on a vu ce type de modélisation. Donc voilà, on modélise un peu de façon logique, comme ce que je vous ai présenté, c'est une modélisation logique. Et là, on reprend une autre forme de modélisation logique par graphe des occurrences. On va mettre en situation notre modèle. C'est très important de le mettre en situation, le modèle. Vous ne pouvez pas construire un modèle sans ensuite essayer de le mettre en situation. Alors, il n'y a pas que General Electric, évidemment. Quoi de mieux que le programme Apollo de la NASA pour construire et déployer son premier système de base de données? IBM commence l'aventure, lui aussi, en 1966, avec un autre système de gestion de base de données au sens software qui s'appelle Information Management System. Et donc, pour modéliser et stocker l'ensemble des pièces des systèmes aéronautiques avec une modélisation beaucoup plus hiérarchique. Eux, ils ont adopté une modélisation hiérarchique liée sûrement à des tâches d'assemblage. La photo là, que vous voyez, ça représente le système 360 d'IBM. Donc, c'est le concurrent de GE235. Et avec tous les supports qu'on a vus, notamment on voit au centre à gauche la mémoire centrale, on a aussi tous les supports avec les bandes magnétiques que vous voyez en rouge devant, qui prenaient beaucoup moins de place que les disques durs de l'époque et qui étaient moins chers et beaucoup plus rentables. Et ça existait depuis très 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 longtemps. Même moi j'ai travaillé avec des anciens qui parlaient encore de ça, donc c'est peut-être encore utilisé. Alors le modèle hiérarchique, il est un peu différent du modèle de type graphe réseau qu'on a vu précédemment, même si c'est un sous-ensemble, la hiérarchie, c'est un sous-ensemble de graphes, c'est aussi un graphe. Il adopte le même principe d'accès aux informations. C'est pareil, c'est un système d'adressage direct et de navigation par pointeur. Sauf que la différence avec IDS, elle réside au niveau de la structure du modèle de données qui est basé sur la notion d'arbre de segments. On va parler d'arbre de segments. Par exemple, vous avez provider, qui est un arbre de segments, product, item, etc. Et on appelle ça des segments plutôt. Et l'ensemble des segments forme ce qu'on appelle une forêt. Donc, eux, ils sont malins, ils ont contourné la rigidité du modèle de segments, en sachant qu'on peut avoir plusieurs segments par an grâce à un système d'adressage un peu dédié. Donc, en fait, ils ont remis un système d'adressage d'arbre par arbre. Donc, ce qu'on voit en rouge, en fait, au final, ça revient à un modèle type réseau. Donc IMS, pareil, ça a évolué sur les gros systèmes mainframe d'IBM. Ça existe toujours aujourd'hui. Vous regarderez, c'est en version 15. Pareil, ça force. On est très près de la machine. Il faut penser qu'on est très près de la machine. Ça carbure à fond. C'est sa capacité à traiter d'énormes volumes de transactions. Par contre, ça coûte super cher. Une fois que vous êtes engagé chez IBM, voilà, vous avez les moyens de vous payer ça, quoi. Les processeurs, power et compagnie. Ça marche super bien. Mais voilà, c'est le prix. Alors, on va retourner un petit peu en arrière, parce que là, on a parlé beaucoup de graphes. On a parlé de l'adressage navigationnel par des listes chaînées. Alors après, il y a différents types de listes chaînées. Vous avez les listes doublement chaînées, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais le concept est là. Maintenant, je vous ai parlé aussi, on ne va pas se taper tout le graphe depuis le début pour aller tout naviguer. On va aussi utiliser ce qu'on appelle un adressage direct. On va pointer directement sur un nœud et ensuite, on va aller sur les nœuds adjacents, les nœuds voisins. Donc, au début des années 50, on a un monsieur qui s'appelle Hans-Peter Lune qui effectue des recherches plutôt dans le domaine du stockage et l'accès à l'information également. Et il met au point un système qui permet de distribuer de façon uniforme les enregistrements et d'y accéder rapidement. Voilà. Et c'est avec ce principe qu'on va limiter vraiment les déplacements mécaniques des têtes des lectures qui ralentissent les accès à la mémoire secondaire. On va utiliser un adressage direct
et qui va être présent au sein d'un répertoire qu'on va mettre en mémoire centrale. Et ce répertoire, en fait, ça s'appelle tout simplement la table de hachage. Très important, la table de hachage. Et ce système, donc, il est régi par une fonction qu'on appelle la fonction de hachage, qui est une fonction mathématique qui va toujours être basée sur l'opération modulo. Voilà, ça peut prendre des formes très complexes, mais au bout d'un moment, il y a un modulo qui va permettre de faire la répartition. Et voilà, au fil du temps, cette fonction va se complexifier. Actuellement, voilà, on peut utiliser le CRC32, qui est une fonction de hachage, qui est basée sur le reste de la division polynomiale modulo 2. Donc voilà, ici, on représente bien en haut la mémoire centrale, en rouge, avec aussi une structuration par bloc qu'on va voir. On appelle ça des pages mémoire. Et en bas, la structuration d'un fichier en bleu qui est découpé en blocs. Donc tout est découpé. Alors, voici un exemple pour illustrer la répartition et l'indexation des enregistrements au sein d'un fichier découpé en blocs. Donc là, on a un fichier en bleu, il est découpé en blocs qui ont des tailles fixes générales. Donc vous avez la table de hachage qui est montée en mémoire une bonne fois pour toutes. Elle va contenir une clé de hachage et une valeur qui va être l'adresse du bloc sur lequel va figurer l'enregistrement. Donc oui, ces fichiers contiennent donc des enregistrements qu'on voit, qui sont répartis au sein de blocs de taille fixe. Et chaque bloc est adressable directement, donc grâce à cette table de hachage formée de couples. Donc il y a autant de couples que le nombre de valeurs que peut prendre la fonction de hachage. Donc en fait, c'est pour ça que les fonctions de hachage sont assez compliquées. Sur le CRC32, voilà, il faut adresser une grande plage de valeurs. Ici, on prend quelque chose de très simple. On va prendre un modulo 5. Donc en fait, une table de hachage à 5, ça suffit. Mais c'est vraiment pour simplifier l'exemple. Donc on considère au préalable qu'un enregistrement est composé d'un identifiant unique, qu'on appelle une clé d'enregistrement, et d'une valeur. Donc on est dans le stockage clé-valeur. On entend beaucoup parler de stockage clé-valeur à l'heure actuelle, mais c'est quelque chose de très ancien, ça remonte à cette époque-là. Donc pour comprendre comment ça fonctionne, c'est intéressant de regarder lorsqu'on insère la donnée. Donc là, on va insérer des données, on applique la fonction de hachage, et cette donnée, elle va être distribuée dans un bloc. Donc en fait, tout va être équilibré. On va équilibrer les données sur l'ensemble des blocs disponibles. On applique le même principe pour lire un enregistrement. Donc du coup, quand on lit l'enregistrement, on regarde dans la table de hachage, on connaît l'adresse du bloc, on va dans le bloc. On n'est pas obligé de tout se taper. Voilà. Et ça peut être fait de façon beaucoup plus perfectionnée. Ici, c'est un exemple, c'est assez simple. Et on va utiliser, lorsqu'un bloc déborde, parce qu'un bloc, ça a une taille fixe, si ça fait 4096 bits, et ben, il va falloir le déborder. Donc on fait un débordement, on crée un nouveau bloc de fichiers, et on fait une liste chaînée dessus. Même le parcours au sein des blocs peut être encore étendu en fabriquant même des listes chaînées à l'intérieur même du bloc. Donc il y a toutes des structures qui ont été mises en place vraiment pour accélérer la donnée. Donc c'est intéressant de s'y pencher, de connaître ça, surtout que ça va être un système qui va être très utilisé, le hachage, et notamment dans les architectures distribuées, c'est exactement le même principe. On va avoir ce qu'on appelle une table de hachage, tout simplement. Cette table de hachage, elle va distribuer les données sur l'ensemble des nœuds d'un cluster, par exemple. Et bien là, c'est la même chose, sauf qu'on parle de blocs d'un fichier, parce qu'à l'époque, c'était comme ça. Alors, encore une fois, j'insiste dessus, ce procédé de hachage, c'est le concept même des bases de données clé-valeur. On va former un modèle de collection dont les enregistrements sont accessibles seulement si on connaît la clé. C'est vraiment le principe clé-valeur. Ça va être ce qu'on va voir dans les caches clé-valeur, dans le stockage pur clé-valeur. Et la fonction de hachage, c'est important, c'est elle qui assure la distribution uniforme des données sur un domaine de clés qui soit suffisamment large et qui puisse aussi limiter les collisions. Ici, on voit qu'on a une collision, mais c'est toujours géré par des listes chaînées qui permettent les débordements. Alors, il existe bien sûr des modèles de stockage clé-valeur bien plus sophistiqués
pouvez regarder sur Internet, où il y a encore des pointeurs, des listes doublement chaînées, enfin voilà. Tout ça, si vous avez étudié l'algorithmie, tous les concepts de clés, de navigation, en fait, on va tout retrouver ça dans les caches clés-valeurs, enfin dans les stockages clés-valeurs. Ensuite, on va continuer encore dans cette philosophie très orientée type graphe, parce qu'on pense beaucoup au graphe à cette époque-ci. Et dans les années 50-60, la modélisation, voilà, on va essayer de tout modéliser de cette façon-là, et on va essayer de répondre à pas mal de problèmes, et notamment, on va étudier les arbres. Et ils sont étudiés pour modéliser surtout la façon dont l'humain recherche en fait une information dans un index, dans un dictionnaire. On va essayer de comprendre son parcours, son cheminement intellectuel. Il y a pas mal on appelle ça la recherche dichotomique, et les arbres binaires en sont une illustration. Pour le comprendre, on verra sur la diapositive suivante, on va essayer de comprendre comment on insère les données au fil de l'eau. Donc on va reprendre ici toute la notion des index thématiques, et on va baser ça sur une structure inversée. C'est-à-dire qu'un terme recherché renvoie à plusieurs références. C'est vraiment ce qu'on appelle les revert index. Voilà, on a une référence, un mot ou un groupe de mots, et on va avoir une liste de références, une liste de pages. On va faire la même chose, sauf que ça va être des listes d'adresses dans des blocs. Voilà. Vous choisissez ce que vous voulez indexer, vous allez le retrouver de la même manière. Alors, là, l'idée, c'est qu'on va vouloir faire mieux que rechercher une valeur en connaissant la clé. Ce qu'on aimerait bien faire, c'est aussi faire des recherches par préfixe. Ce serait sympa, parce qu'on ne peut pas le faire avec du KV, il faut qu'on connaisse la clé. On voudrait faire des recherches par intervalle, tout ce qui se situe sur une certaine plage de valeur. Puis plus tard, on va vouloir faire des recherches par suffixe, puis par expression régulière. Et tout ça, on ne peut pas le faire avec la table de hachage. Donc en fait, il y a une question, c'est comment on va structurer les index et aussi les faire tenir en mémoire centrale, toujours dans ce souci d'optimisation des accès disques. Et en fait, le défi, ça va être vraiment d'optimiser la place qui vont être prises par toutes les entrées d'index, donc les fameuses entrées couplent le terme recherché et les valeurs des adresses des blocs. Donc un fichier d'index, il va être découpé, lui, également en blocs. On va appeler ça des pages d'index. Donc on va retrouver la même chose, ce qui est ici modélisé en bas à droite. On va avoir des pages d'index qui sont des pages mémoire. Alors en 1972, il y a une grosse invention qui a été faite et ça marche toujours à l'heure actuelle, c'est l'arbre B. Et c'est lui qui va révolutionner vraiment le modèle d'indexation des données. Donc ça, c'était le défi de deux personnes, donc Rudolf Bayer, que vous voyez à gauche, et Edward McCrae, qui était de faire tenir les pages d'index en mémoire, moyennant le système d'index inversé, mais de façon très optimisée. C'est-à-dire qu'il n'était pas question de remplir à moitié une page d'index. Enfin, voilà, avec les fonctions de répartition, vous pourriez mettre un petit bout là, un petit bout là, un petit bout là. Avec les arbres, en tout cas, de type binaire, ça ne marche pas très bien. Mais avec l'arbre B, on va pouvoir remplir toutes ces pages d'index au maximum. C'est-à-dire qu'on va optimiser vraiment la place. Les entrées donc, sont également compressées et la taille totale de l'index occupe peu de place en mémoire, comparée aux données. Donc ça peut être intéressant. Maintenant, plus on va construire d'index, plus ça va prendre de place aussi. Donc il faut peser le pour et le contre. Maintenant, ça va faire gagner mais un temps dingue sur les recherches que vous allez opérer sur les données. Alors cet exemple, ça illustre deux types d'indexation connus. Donc à gauche, vous avez un arbre de recherche binaire, le fameux Binary Search Tree. Et à droite, vous avez l'arbre B+, qui est une variante de l'arbre B. Alors, pour comprendre leur fonctionnement, à chaque fois, il est intéressant de représenter comment ils s'organisent au fur et à mesure de leur insertion. Donc, je vous ai mis un QR code parce qu'il y a un simulateur d'arbres et d'index qui est super intéressant. Si vous voulez comprendre comment ça marche, vous allez dessus, vous rentrez les données petit à petit et vous allez vraiment comprendre comment ça fonctionne. Alors, le parcours de recherche, vous voyez, d'un BST, il est plus long que celui d'un arbre B. Donc en moyenne, c'est-à-dire que parfois il va être plus court, parfois il va être plus long, mais plus on va mettre de données, puis plus en moyenne, ça va être long.
Et puis la hauteur de l'arbre va vraiment considérablement augmenter. Même si elle évolue de façon logarithmique, ça va évoluer trop vite. Donc, par contre, la répartition des entrées d'index dans les pages d'index est optimale sur l'arbre B, parce que la question est de savoir est-ce qu'on remplit de façon efficace une page d'index. C'est-à-dire qu'il faut avoir la moitié de la page remplie au minimum pour que ça soit optimal. Ici, par exemple, je prends un arbre de degré 3. Donc le degré 3, c'est le nombre d'enregistrements que vous pouvez mettre au maximum dans une page. En réalité, c'est 2. C'est le degré moins 1. C'est le nombre d'enregistrements que vous pouvez mettre. Vous allez pouvoir en mettre jusqu'à 1000, par exemple. Vous êtes sur un degré 1001. Et donc, vous allez être garanti d'avoir toujours la page d'index remplie à moitié. Ce qui ne va pas du tout être le cas avec les BST. Vous allez devoir structurer ça complètement différemment. Donc, ce qui est intéressant, l'arbre B et l'arbre B+, leur différence, c'est qu'on a toutes les feuilles en fait, de l'arbre B+, représentent tous les index. On appelle ça un index dense. Tous les index sont représentés. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'on va chaîner toutes ces pages d'index les unes avec les autres pour pouvoir faire des recherches par intervalle. Donc ça, c'est aussi une grande nouveauté de l'arbre, surtout l'arbre B+. On va pouvoir faire des recherches par intervalle. Évidemment, vous allez pouvoir faire des recherches par préfixe, parce qu'un préfixe, c'est un intervalle aussi. On peut considérer ça comme un intervalle. Et donc, on va enrichir en fait notre système de recherche et notre système de requêtage. Et là, c'est vraiment une révolution dans le monde de la donnée. Donc, on est en 72. Ça vient à peine de sortir. Il n'y a pas beaucoup, il n'y a quasiment aucune utilisation, si ce n'est qu'expérimentale, comme on va le voir plus tard. Alors, pour conclure sur ces 2 décennies de recherche et de mise en œuvre, nous avons vu l'apparition des premiers systèmes de gestion de bases de données au sens software du terme. Donc, ce qu'on va monter dans la mémoire centrale que vous avez vu sur les machines. Donc, on a IDS, Integrated Data Store, qui est une base de données de type graph, tout simplement. On a IMS, Information Management System d'IBM, qui est aussi une base de données de type graph, avec le sous-ensemble hiérarchique, finalement, qui est un type graph réseau aussi. Et puis, on a les premiers systèmes de stockage clé-valeur, basés sur une fonction de hachage. Donc, les théories sur les arbres aussi, on a vu qu'on permis de rationaliser les modèles de recherche de données. Et ces modèles de données, bien qu'ayant une dimension logique, sont très liés au hardware. Et le problème, c'est que les programmes développés à cette époque sont longs à mettre en œuvre et ils sont très complexes à maintenir. Et ça, c'est quelque chose... il va y avoir une nécessité, un besoin fort de résoudre ce problème. Et donc, c'est l'objet de l'épisode 3, l'entropie zéro. Ce qu'on va rechercher, c'est pallier à ce problème de complexité des programmes, de la programmation. Alors, un personnage très important. Donc, IBM va être encore une fois très important dans tout ça, parce qu'IBM existe depuis 1911. C'est une grosse entreprise qui a gagné beaucoup d'argent. C'est une entreprise qui a financé des chercheurs de pointe. Et on va parler du laboratoire d'IBM à San José, où là, il y a quand même des sacrées inventions. Et notamment grâce à un monsieur qui s'appelle Edgar Frank Codd, et qui est considéré comme le père du modèle relationnel. Donc lui, il a formalisé avec les équipes IBM du laboratoire de recherche de San José une méthode universelle qui est basée sur la logique du premier ordre. Donc c'est un mathématicien, donc logique du premier ordre pour décrire la sémantique et des données, et mettre au point une algèbre relationnelle pour opérer les données, donc formaliser une syntaxe, où à la fois on va avoir donc, une logique du premier ordre avec des systèmes de prédicats, d'une façon d'organiser également sa donnée, et une algèbre relationnelle avec des opérateurs ensemblistes et des opérateurs qu'on va appeler relationnels, que je vais vous montrer par la suite. Donc on est complètement abstrait, hein. On n'est pas du tout encore dans le SQL, etc. On est vraiment dans les maths. Donc souvenons-nous d'une chose, c'est que la manipulation des curseurs, on a vu précédemment pour naviguer dans les modèles navigationnels, mais aussi la forte adhérence du code au système, bien que très performant, oblige les développeurs de l'époque à se concentrer plutôt sur
l'aspect purement technique, sur comment je vais résoudre ce problème techniquement, comment je vais organiser mes pointeurs, c'est quoi les adresses de mémoire, En fait, ils vont penser que ça. Donc le fonctionnel n'existe même pas, en fait. Enfin, on va recevoir on va devoir faire construire quelque chose, mais bon, le cœur du problème, ça va être vraiment optimiser, faire de la récursivité, gérer les débordements de piles en mémoire, faire des lignes cut list dans tous les sens, voilà, tout créer, quoi. Donc Edgar Corr, lui, il va rechercher une approche beaucoup plus déclarative sur un modèle pour opérer les données. Il veut qu'en fait, on se concentre plutôt sur la logique métier et la valeur de la donnée. Donc on appelle ça le what. Souvent, on oppose ces deux paradigmes. D'un côté, on a une approche qui se concentre sur comment j'opère les données, le how, et de l'autre, l'approche est centrée sur le métier, le what. Et donc Cut va introduire la modélisation logique des données relationnelles. Donc on connaît déjà une logique qui est navigationnelle, réseau. On connaît une logique KV Store, en fait. Et là, on va introduire une troisième logique, qui va être la logique relationnelle. Alors, ici, ça commence à faire peur, ça commence à être un peu ennuyant, on va dire, quand on commence à parler un peu mathématiques, un peu forme normale, etc. On ne va pas traîner dessus, je vous rassure. Simplement, ce que je veux dire ici, c'est qu'il y a de nombreuses publications qui vont être produites par les équipes d'IBM du laboratoire de San José en Californie. Et elles sont très précieuses. Et ici, par exemple, je vous ai mis le lien vers donc, le Database Sublanguage Founded of Relational Calculus. Et dedans, en fait, ça va être vraiment la base. Ça va être de façon très concise d'écrire ce que c'est que le monde relationnel. C'est très intéressant à lire. C'est pas long. C'est vrai que la mise en forme, c'est pas top. Il n'y a pas des belles images, etc. C'est tapé à la machine. Mais par contre, c'est d'une clarté vraiment assez surprenante. Donc, rappelons-nous juste qu'on est dans une phase purement théorique. À cette époque, on puise tout le langage, tout son champ lexical dans ses publications. Ça vient du domaine des mathématiques. Donc, ça va être intéressant de regarder, de faire réviser un peu les notions ensemblistes, etc. La structure des données, par contre, il y a une grosse différence, c'est qu'elle va devenir tabulaire. Donc elle ne prend pas en charge des attributs répétables, comme dans le schéma Géodazil vu précédemment. Vous vous souvenez, le modèle de Bachmann, on avait le droit de répéter des données. Là, on n'aura pas le droit de répéter les données et ça va être uniquement tabulaire. Alors, on peut le faire en relationnel, on peut tout faire, hein. On peut faire n'importe quoi, ça va, mais on dit qu'on va violer les formes normales quand on fait ça. Donc on va brièvement les parcourir, surtout les trois premières. Les autres, on ne va pas s'attarder. C'est vraiment pour les extrémistes, les puristes. Mais déjà, les trois premières sont très, très simples à comprendre, surtout quand vous lisez la publication. Donc, après, il faut savoir à quoi ça sert. La normalisation, dans sa première forme, c'est vraiment, on veut respecter le caractère tabulaire des lignes et le caractère atomique des colonnes. Donc, c'est le but du jeu, c'est qu'on veut tout représenter. C'est un tableur, hein. C'est des lignes, des colonnes, voilà. Et on veut viser à ne pas redonder les données, ni à l'insertion, ni à la mise à jour d'une ligne. Et on veut sécuriser également les opérations de suppression. Donc il y a l'aspect redondance qui est vachement importante dans le relationnel. On ne veut pas dupliquer les données. C'est-à-dire, sinon on met une clé, on va aller chercher ailleurs. Hop, on remet une clé. Donc on va avoir aussi voilà, un système de clés qui va nous permettre, avec un système de jointure, de restituer l'information. Mais en tout cas, on ne va pas la dupliquer. Ce qu'on ne veut pas avec les formes normales. Même si on a vu que bien plus tard, ça allait poser des problèmes quand il y a de la volumétrie. Et tout ça, c'est régi par un schéma. Donc il y a un schéma schéma relationnel. Alors, première chose à faire, c'est généralement dans le monde relationnel, c'est l'identification des clés qui va être importante pour gérer correctement l'unicité des lignes et révéler les relations et la cardinalité de leur liaison. Alors sur cette base, l'accès aux données devra être plus simple que dans le modèle Géodazil, puisque la promesse, c'est aussi de fournir un langage qui va opérer ce modèle relationnel.
Donc l'idée, c'est également d'être beaucoup plus clair, que le schéma soit beaucoup plus clair à comprendre, qu'il parle aussi au métier, que ça soit, qu'on ait une logique métier plus que technique. Alors je reviens juste en arrière, parce que là j'ai représenté ce que c'était qu'une relation. Alors une relation, c'est pas du tout le trait qui va relier deux tables entre elles. La relation, c'est vraiment la table. Ce qu'on va relier, en fait, ce sont des domaines S1, S2, S3, Sn, ce sont des colonnes. C'est comme ça que c'est décrit dans la publication. Et donc, on va former ces colonnes, en fait, c'est un ensemble de données, en fait, qui vont prendre certaines valeurs autorisées, quoi. Donc, en fait, si vous avez l'ensemble des entiers, S1, c'est l'ensemble des entiers, S2, ça va être un ensemble constitué, par exemple, d'énumérations. Vous avez 4 valeurs, bleu, rouge, jaune, vert. Voilà, c'est cette notion-là qui est importante à voir. Et on va appeler tuple les lignes. À cette époque, on va appeler ça. On va dire que le produit cartésien de U1, des U et des S, c'est un sous-ensemble de la relation. Donc c'est important d'avoir aussi le jargon en tête. La relation, c'est vraiment la table. Alors après, le modèle relationnel, ça a ouvert de profonds débats théoriques à n'en plus finir. On recherche le modèle parfait, on rationalise de nombreuses règles, il y a de nombreuses controverses. Personne n'est d'accord avec personne, ça devient l'enfer, même encore actuellement, et même sur les projets sur lesquels j'ai travaillé, m'est arrivé de me fâcher avec quelqu'un parce qu'on n'était pas d'accord sur des effets de normalisation qui étaient trop importants et qui ne répondaient pas à des contraintes de performance. Et non, il faut normaliser. Non, on ne normalise pas. Non. Bon, voilà. Pareil sur l'identification des clés. On va se dire, ah non, il faut faire cette clé composite là. Non, on va faire ça. Non, il me faut une clé artificielle. Voilà. Donc, il y a plein de notions de clés. Hein. Vous connaissez tous la primary key. C'est la clé qui a été élue comme clé unique. Maintenant, il n'y a pas que ça comme clé. On a aussi ce qu'on appelle des clés candidates. On peut en former plein en faisant des clés composites. Il y a aussi les clés artificielles là, dont je viens de vous parler. Généralement, c'est des générateurs de séquences, des distributeurs de numéros. C'est autogéré. Généralement, c'est le plus simple à faire. On se fait une clé artificielle et puis terminé, on n'en parle plus. Mais maintenant, il y a vraiment des puristes. Voilà, on va vous créer une clé composite qui va... Voilà. Et ensuite, la difficulté, c'est de voir est-ce que les attributs sont vraiment reliés à la clé. Est-ce que ça a un sens ce que je suis en train de faire? Est-ce que ce couple de clés, il correspond bien? Est-ce qu'il identifie vraiment bien toutes les autres valeurs? Et puis là, on rentre dans des débats n'en plus finir, ça devient très compliqué. Et surtout qu'on n'a pas tous la même vision des choses, forcément, et c'est normal. Je dirais que c'est tout à fait normal. Et puis des fois, on ne se comprend tout simplement pas, parce qu'on n'utilise pas bon vocabulaire, etc. Donc voilà, là, j'ai juste montré que finalement, on se complique beaucoup la vie. On parle de super clés, qui est un ensemble de clés candidates, qui, elle, va contenir simplement la clé élue, la clé primaire. Il y a des clés uniques, des clés non uniques. Il y a les alternate keys, etc. Vous allez trouver plein de théories là-dessus. Et donc, tout ça, c'est mis en place autour d'une notion aussi, c'est la notion de dépendance fonctionnelle. On va chercher la dépendance fonctionnelle des attributs par rapport à la clé. Et là, c'est l'enfer. Si vous regardez, vous allez voir les axiomes d'Armstrong. C'est un monsieur qui, pareil, a étudié tout en long, en large, en travers pour voir en fait toutes les dépendances fonctionnelles qu'on pouvait avoir sur une clé. Alors c'est très intéressant, hein, si vraiment vous avez le temps de faire ça dans votre métier tout le temps. Ben, maintenant, voilà, c'était aussi l'objet des DBA de l'époque, de trouver les clés les plus pertinentes et les plus pérennes dans le système relationnel. Alors, jusqu'à présent, la vision des données qu'on a exposée, elle reste à un niveau d'abstraction, on va dire, logique. On est dans la logique soit relationnelle, soit la logique graphe, soit la logique clé-valeur. Voire, en plus, c'est logique, mais c'est même physique dans certains cas. Alors, Peter Chien, c'est aussi quelqu'un de très important, en tout cas pour moi, parce que dans sa publication de 1976, c'est un des premiers à distinguer ces trois familles de modélisation logique. Il les cite clairement à un moment donné.
Là, ce qui est souligné en jaune, donc le logique type graphe réseau, relationnel et entité. La logique entité, c'est apprendre au sens clé-valeur. Donc Peter Chen, lui, va se dire, mais on va essayer d'abstraire un peu cette façon de voir les choses, et on va proposer une réflexion de plus haut niveau sur la façon de modéliser les données. Et il va introduire ce qu'on va appeler le modèle conceptuel. On va essayer de conceptualiser les choses. On verra après sur la façon dont on va les représenter de façon logique, si c'est du tabulaire ou pas. On s'en fiche. Tout ce qui compte, c'est voilà, de définir son modèle vraiment conceptuellement. Alors ça, c'est le modèle entité-association. Donc ER, c'est pas entité-relation, c'est entity relationship, entité-association. Attention, la relation, c'est la table. Donc il a proposé de modéliser ces structures de données à l'aide d'une notation simple, le diagramme de chaîne. Moi, j'utilise tout le temps ça. J'utilise rarement des outils, à part pour faire du reverse engineering, lorsqu'il y a vraiment beaucoup de tables, quand on a besoin de tout absorber, de tout remodéliser. Mais quand on est en pure modélisation, on n'a pas besoin de grand-chose, en fait. Juste un PowerPoint ou un fichier .doc. Si vous arrivez à faire des rectangles, des losanges, des ronds, ça suffit largement. Donc on va modéliser par un simple rectangle une entité, par un losange la relation. Souvent on va mettre un verbe, et en rond on mettait des attributs. Généralement vous les mettez, vous faites un nuage d'attributs autour de l'entité, et puis vous reliez l'entité avec le losange, vous mettez des cardinalités. Alors 1, 0, 1, n, 0, 1, enfin voilà. Alors, j'ai introduit cet aspect parce que je vais utiliser cette notation après, la notation de chaîne, le diagramme de chaîne, pour justement montrer ici à l'époque, donc sur la publication de code, qui est en fait un exemple sur les 3 premières formes normales. Donc il l'explique de façon très simple. Vous allez le voir, ça n'aura plus de secret pour vous, les formes normales, les trois premières. Les autres, c'est assez obscur, ça peut être assez obscur. En fait, il faut être pareil, il faut être dans la nécessité pour les comprendre. Si vous n'en avez pas besoin, ça ne va pas servir à grand-chose de lire. Des fois, on lit des trucs sur Internet, sur les formes normales. Honnêtement, c'est assez drôle, la tournure des phrases. C'est très, 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 très compliqué. Donc, alors que Code le décrit de façon très, très simple. Et donc, finalement, la première forme normale, c'est vraiment très, très simple. En fait, c'est juste, je dois respecter le caractère tabulaire des lignes. C'est-à-dire, et l'atomicité des colonnes. C'est-à-dire, une colonne, elle ne sera pas divisible. Voilà. En gros, nom, prénom. Voilà. Est-ce que c'est divisible, pas divisible? Vous le divisez, quoi. Après, c'est sujet à réflexion. On peut mettre nom, prénom dans la même colonne ou le subdiviser. À vous de définir le caractère atomique. Il n'y a pas de champ de type répétable. C'est-à-dire qu'on ne va pas répéter un champ. Et que dire d'autre? On ne peut pas mettre une structure dans un champ. Par exemple, comme ce qui est représenté ici sur ce schéma, vous voyez, on a une relation qui s'appelle P, part, qui va contenir une clé qui s'appelle part number, un champ part description, un champ quantité, et vous avez un champ qui s'appelle projet, J, et à l'intérieur, on met, je ne sais pas, on a décidé de mettre un tableau. Je vais ouvrir des crochets, je vais mettre des données dans le même champ. Bon, on peut le faire en relationnel, c'est bien, mais c'est pas la première forme normale. Là, vous avez violé directement toute la théorie relationnelle de code. Alors, ce qu'il faudrait faire, c'est créer une nouvelle relation, puisqu'en fait, on voit qu'on a une relation, simplement ici, c'est la relation projet. Alors, ce qui est assez étrange, c'est que maintenant, les bases de données relationnelles, elles proposent des colonnes de type JSON, dans lesquelles vous pouvez mettre du JSON. En fait, c'est une violation directe de la première forme normale. Donc, il n'y a plus rien qui tient debout. C'est pour ça qu'on ne va pas s'attarder trop sur les formes normales, parce que c'est devenu le chaos, là, pour le coup. Là, on est dans le contraire du chaos. En ce moment, on est vers l'entropie zéro. On cherche vraiment le modèle parfait. Donc la représentation, là, elle est intéressante. C'est aussi, on met en situation un modèle. On ne se contente pas juste de le représenter. On va lui donner des valeurs, on va le tester. Et vous voyez, la façon de le noter est très simple. Vous notez la relation, vous ouvrez une parenthèse, vous mettez les clés, fermez la parenthèse, juste en dessous, vous notez tout à la main.
franchement, vous y voyez nettement plus clair. C'est facile. Des fois, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'outils. Hein, c'est purement cérébral. Hein. Donc voilà, ici, on ne connaît pas... Voilà, on met les occurrences de lignes. Tout à l'heure, on voyait les occurrences dans le graphe des nœuds. Ici, on voit les occurrences de lignes. Alors, à gauche, suite à la normalisation, en appliquant la première forme normale, on a extrait une nouvelle table, donc, qui est la table des projets. Donc, on voit les occurrences des lignes une fois la première forme normale appliquée. La seconde forme normale s'attache à vérifier que tous les attributs ont une relation avec la clé primaire identifiée. Comme je vous ai dit, la théorie des dépendances fonctionnelles fonctionne bien. Voilà, c'est très bien, super. Sauf qu'il y a un problème quand même en analysant les occurrences des lignes. C'est toujours bien de le faire parce qu'on se rend compte de certaines choses. On peut identifier qu'il y a des redondances qui sont révélatrices d'un besoin de normalisation par la création d'une nouvelle relation. Donc là, on voit JD, JM, qui est une clé candidate, hein, et QC. Du coup, on voit qu'il y a des répétitions. Donc on se dit, il y a un problème. Maintenant, si avant, j'avais un peu réfléchi, essayé de poser mon modèle conceptuel, je me serais vite rendu compte que j'ai besoin d'avoir une entité part, donc, et une entité projet, et au centre, une relation, une association que j'appellerais project part. Alors l'association n'est pas toujours, ne va pas devenir systématiquement une relation, mais ici, on va très vite se rendre compte qu'il va falloir sortir en fait des données de la table PJ1. Donc, vous voyez, on a sorteur et 007 qui se répètent 2 fois. Et ça pose problème. On se dit, comment est-ce qu'on va sortir ça? Alors, on va résoudre ça. C'est le but de la deuxième forme normale. Donc voici le résultat obtenu après application de la seconde forme normale. On a complètement éliminé la redondance et simplement, on a pointé la référence vers la clé de PJ2. On voyait 12 sorteur 007, 12 sorteur 007. En fait, on a une table d'association. On a une relation d'association qui est en train d'apparaître. Donc voilà, on se rapproche vraiment de ce qu'on aurait pu identifier dans le modèle relationnel, dans le modèle conceptuel, bien que le modèle conceptuel ne dicte pas ce que va faire le modèle logique. Hein, on pourrait très bien avoir aussi ce modèle conceptuel et se contenter de faire ça. Pourquoi pas, hein. Mais ici, si on veut appliquer la logique relationnelle avec les formes normales, eh ben, on va éviter la redondance de données et on va sortir un maximum de choses dans des relations. Donc, il reste quand même la question de la quantité. Certains vont dire, oui, mais c'est pas très explicite. Et puis surtout, c'est pas évolutif, car si je souhaite étendre les colonnes, et cette quantité, la lier peut-être à un lot, donc il faudra avoir une colonne lot, encore une autre colonne, et puis du coup, on va encore avoir des redondances. Et ça, en fait, c'est la troisième. C'est pareil, c'est la troisième forme normale. Donc on normalise, on normalise. Et en fait, quand vous êtes arrivé là, votre modèle, généralement, il tient bien la route. Hein. Ça suffit. Hein. Donc là, c'est typiquement l'exemple que je viens de donner. Donc c'est un autre exemple, mais ça pourrait être le même exemple. C'est-à-dire que voilà, on souhaite étendre les colonnes. Et donc là, ça se voit direct hein, quand vous faites le graphe des lignes. Vous voyez bien ce problème. Donc, bien que l'ensemble des attributs semble être dépendant de la clé primaire, hein, on identifie aussi que, par exemple, que le contract type ici, il dépend de D, qui, lui, dépend de la clé primaire E. Alors, on appelle ça une dépendance transitive, et on normalise en créant une nouvelle relation. Après, c'est assez intuitif quand vous lisez. Enfin, personnellement, moi, quand je lis des fois des explications sur les formes normales, je ne comprends pas en fait ce qu'ils veulent dire. Et sur les publications de l'ACM, c'est beaucoup plus clair. Et dans la réalité, dans la pratique, en fait,
C'est juste normal de faire ça, quoi. J'évite maximum la redondance de données. Voilà. Autant que possible. Après, il y aura le problème de la jointure, parce que ça, on verra. Quand on commence à avoir beaucoup de données, qu'il faut faire des jointures, c'est là qu'on s'est dit, ah, c'est peut-être pas si bien de normaliser. Gna, gna, gna. Bon, on verra. Et puis, ça ne s'arrête pas là, hein, les formes normales. Hein. Alors, on a bien compris hein, que le but, c'est de stabiliser le modèle de données. On veut le stabiliser, on veut vraiment que ce soit quelque chose de pérenne, ça ne bouge pas. Mathématiquement, c'est indiscutable. On va décomposer le modèle jusqu'à la 3NF, donc ce qu'on a vu, la 3NF. Et puis ensuite, on va rajouter la forme normale de Boyce Code, qui est une extension de la 3NF. Et puis ensuite, c'est bon, vous pouvez vous arrêter là. Et ça continue, hein. Il y a une 4NF, une 5NF et la FNDC. Franchement, si vous avez envie de rigoler pour lire, vous pouvez le faire. Il y en a qui comprennent, hein, parce qu'ils ont travaillé dessus. Ils se sont confrontés à la réalité, parce qu'ils avaient une nécessité. Mais si vous n'avez pas de nécessité, ça sert à rien. Puis en fait, c'est plus d'actualité, hein, surtout. Plus trop. Sûrement, mais moins. Donc entropie zéro, voilà. On en est là, quoi. On a réussi à stabiliser, on a gagné, voilà. Mais c'est pas fini, parce qu'au laboratoire de recherche de San José, ça ne s'arrête jamais. Et là, on a vu comment modéliser les données, comment les modéliser intrinsèquement. Maintenant, comment est-ce qu'on va les modéliser, le fait d'y accéder. Et ça, c'est la théorie de l'algèbre relationnelle qui va être implémentée. Donc au départ, je crois que c'est Code qui a fait un propre langage pour tester, ça s'appelait Alpha, qui a été vite abandonné. Et en fait, le premier langage qui a été développé s'appelle Square. Donc Square, c'est vraiment l'application de ces opérations de base, donc des opérations ensemblistes, union, intersection, différence, produit cartésien, et puis les opérations purement relationnelles qui sont issues de l'algèbre, donc les projections, hein, la sélection, le renommage. Donc le renommage, c'est as, quand vous mettez une colonne, as. Les jointures, les joins, les divisions, etc. Et donc Square, ils ont voulu l'essayer, mais ce n'était pas pratique parce que dans les requêtes que vous tapiez, il fallait mettre des exposants et des indices. Donc là, c'était vraiment pas pratique. Donc ça restait encore trop mathématique comme vision. Donc voilà, ils ont continué. Et Square a été très vite abandonné. Et on a deux personnes importantes. Donc on a Raymond Boyce, donc son nom fut donné précédemment à la fameuse forme normale de Boyce Code. Il travaille étroitement avec Edgar Code. Et un monsieur qui s'appelle Donald Chamberlain, en qui ont travaillé sur Square. Ils mettent au point un langage beaucoup plus simple à appréhender, beaucoup plus user-friendly, si on reprend les termes actuels, mais tout aussi puissant. Ils vont l'appeler SQL, et qui sera rapidement rebaptisé SQL. Donc là, SQL, c'est véritablement la promesse du langage de 4e génération, c'est-à-dire que je ne sais plus ce qui se passe techniquement sur la machine, il n'y a plus de pointeur, plus rien. J'abstrais toute manipulation d'adressage physique, etc. Terminé. Donc pour ça, pareil, on est encore une fois dans la nécessité. Il faut savoir qu'IBM expérimente un tout nouveau système de gestion de base de données à cette époque qui s'appelle Système R. Et ils vont faire pas mal de publications à cette époque, des résultats, des recherches. Et du coup, ça va inspirer aussi d'autres chercheurs à cette époque, notamment des laboratoires universitaires comme à Berkeley et un certain Larry Ellison, dont on parlera plus tard. Voilà. Donc, ils ont été très partageurs. En fait, IBM publie 72, 73, 64 tous les ans. Il y a 2-3 publications. Ils expliquent tout ce qu'ils font. Voilà, c'est vraiment dans l'état d'esprit de partage. Donc voilà, Donald Chamberlain, pour la petite histoire, qui travaille avec nous chez Couchbase, qui a mis au point le SQL sur du JSON. Donc on vous expliquera un peu, mais c'est plutôt sympa, en fait, cette petite histoire. Donc voilà, on arrive à cette entropie zéro, et on arrive à l'ère relationnelle. Donc c'est cette fameuse ère dans laquelle on est aussi encore. On est encore dans l'ère relationnelle, c'est pas près de se terminer. Mais voilà. On va parler plutôt de système R parce que c'est ça qui est intéressant, c'est de voir de façon avec une rétrospective complète de ce système,
Donc, il y a un document qui a été publié en 1981, pareil, hein, il est dans le QR code si ça vous intéresse, c'est très intéressant à lire. Pareil, hein, c'est pas très long. Donc voilà, c'est le laboratoire de San José, c'est là où vraiment tout se passe à l'époque. Donc ils ont une approche très empirique, hein, donc c'est vraiment très agile en fait déjà pour l'époque. La première phase, c'est la phase 0. Voilà, c'est vraiment on va tester tout et n'importe quoi. Donc voilà, le but c'est il faut qu'on construise un moteur SQL et il faut on va stocker des données et puis on va tout axer sur le SQL. Si ça on arrive à le faire, alors là on a gagné parce que c'était la promesse, c'est les développeurs, il faut leur simplifier la vie, on va devoir pouvoir développer plus de programmes, pouvoir faire des choses beaucoup plus riches. Donc la phase 0, voilà, elle a soulevé effectivement pas mal de problèmes de performance. Donc on va s'appuyer sur un moteur de stockage, une couche de stockage qui s'appelle XRM. Alors c'est un autre laboratoire, je crois que c'est au Massachusetts, ils avaient travaillé sur une façon de structurer les blocs de fichiers de pair avec le système tabulaire relationnel. Enfin, il y a eu une optimisation qui a été faite avec les clés. Et donc il y a eu ça qui a été fait. Donc ils ont choisi XRM qui allait être un bon support de stockage, enfin plutôt une couche de stockage pour construire système R. Simplement, le gros problème, c'est qu'XRM, c'est mono-utilisateur et surtout, il n'y a pas de système d'indexation intégré. Donc, bon, ceci dit, ça sera très bien pour cette phase 0 puisque le but, c'est voilà, on va implémenter un premier jeu SQL et on va tester les opérations de base et on va même faire une interface de requêtage. Donc, super. L'objectif, voilà, ça va être opérer les données hein, sans tenir compte de leur représentation. Et au final, ça a très bien marché, ça a été un succès. Il y a eu des gros problèmes de perf, mais en tout cas, on a vu que ça marchait, que le concept marchait. Maintenant, il va falloir architecturer le système pour le rendre beaucoup plus performant. Et voilà, c'est là où ils ont commencé à concevoir différents modules. Voilà, ils avaient la nécessité de faire un module, déjà de pouvoir être multi-utilisateur. Donc voilà, un module de query optimizer. Donc il fallait faire un analyseur de query. Enfin voilà, tout ce système de catalogue aussi, le catalogue pour maintenir à jour les schémas, ce genre de choses. Donc la phase 1, elle, donc de 76 à 77, a pour objectif de construire un vrai prototype multi-utilisateur et complètement opérationnel. Donc XRM, bien sûr, va être abandonné et va être remplacé par un autre système qui s'appelle RSS. Et lui propose un moteur d'indexation basé sur l'arbre B. Donc là, c'est carrément top. Donc déjà, on va gagner en termes de performance et on va répondre à toutes ces questions de concurrence d'accès. Donc on va proposer un système d'autorisation, voilà, avec les grant access, ce genre de choses, tout ce qui est sécure, résilience, grâce notamment à un découpage en sous-systèmes, la gestion des concurrences d'accès via des locks, le système de log va être mis en place, le système de recovery, l'optimiseur de requêtes, etc. Donc tout va être modularisé et ils vont construire un système qui va être robuste. Et en phase 2, en fait, pour consolider le système, ils vont le mettre à l'épreuve, déjà en le déployant sur leur propre site, pour leur propre usage, et aussi en vendant ce système à leurs clients d'IBM en phase pilote. Donc avec ça, ils vont se nourrir de façon très empirique, ils vont construire Système R. Système R qui va être très important. Donc l'ensemble des instructions, donc l'ensemble Système R va être compilé pour fonctionner sur le système 370. Donc ça, c'est le successeur de Système 360, vu précédemment. Tout à l'heure, les belles images en rouge. Là, c'est son successeur. Il va être déployé vraiment partout. Donc ce qui est drôle, c'est que voilà, on aura mis 10 ans à bâtir Système R, depuis la formalisation théorique jusqu'au déploiement du premier système de base de gestion relationnelle, tout en publiant comme ça, librement. Voilà, tout. Enfin, ils ont tout dévoilé. Hein. Alors, le gros problème d'IBM, et d'ailleurs ça a toujours été un gros problème, c'est qu'en fait, c'est la forte adhérence à leur propre système. C'est qu'ils construisent des choses pour eux, parce qu'ils vendent des machines, donc ça marche chez eux. Voilà. Ils ne se sont pas rendus compte en fait, du potentiel de ce qu'ils avaient inventé, ils ont tout livré, et puis tout fonctionne chez eux.
Donc voilà, système R donc, va continuer à être décliné successivement, mais il va surtout être compatible sur l'ensemble des produits IBM. Donc l'ensemble des OS IBM, il y en a plein des OS IBM. Et donc voilà, on va passer par le système 38, là, qui est l'ancêtre des AS400. Donc là, on va être dans les années 80, voilà, 78-80. On va avoir les DOS, SVE, VMCMS, tous des noms bizarres, les ZOS et des compagnies, les MVS. Et puis ensuite, ils vont sortir DB2. Hein, c'est le digne héritier système R. Voilà, version DB2, compatible partout, sur tous les OS d'IBM, juste. Et très tardivement, il va y avoir des distributions compatibles Linux et Windows. Mais vraiment très tardivement, je pense que, je ne sais pas, j'en ai jamais vu d'utiliser réellement. Peut-être, oui, maintenant, avec les systèmes conteneurisés, avec IBM, OpenShift, oui, il y a un sens. Mais en tout cas, avant cela, je ne sais pas. Toujours est-il qu'il y a une drôle d'histoire quand même dans tout ça, c'est que c'était sympa de publier comme ça des tas de choses. Et publication du laboratoire IBM, ça a suscité beaucoup d'intérêt dans la communauté. D'une certaine personne qui s'appelle Larry Ellison, qui était un programmeur informatique dans les années 70, après avoir fait des études, je crois, en biologie, médecine, bon bref. Il était très doué dans le programme informatique. Il s'est très tôt intéressé aux publications de code. Il avait trouvé ça vraiment super. Et il a fondé en 1977 une société qui s'appelle Software Development Laboratories, une sorte de société de service, dans laquelle il a développé un prototype pour le compte de la CIA. La CIA voulait avoir une base de données relationnelle. Donc ils se sont dit, on va faire une base de données relationnelle. Un prototype, hein, je ne sais même pas si ça a vu le jour. En tout cas, ils l'ont appelé Oracle. Et voilà. En 1979, la société, elle va se renommer Relational Software. Et là, Larry Ellison, qui suit les travaux de Système R, a voulu se tendre la main à IBM et a souhaité rendre leurs travaux compatibles entre ce qu'ils avaient fabriqué avec Oracle et Système R. Sauf que IBM a dit non, laissez-nous tranquilles, nous, ils ne travaillent que sur IBM. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que la première version d'Oracle a été commercialisée en 1979, Oracle V2. Ça équipait des systèmes, c'était les systèmes VAX, vous verrez, de l'époque. Des systèmes beaucoup moins coûteux, en tout cas, que les systèmes IBM. Et au début des années 80, Oracle s'est même forgé une réputation comme étant une base de données relationnelle indépendante du matériel. Donc carrément un pied de nez direct à IBM, quoi. Et en 83, c'est devenu Oracle System Corporation. Donc en fait, ils ont su vraiment se frayer un chemin et devancer directement IBM, mais de façon assez spectaculaire. Donc, à noter, il y a une chose aussi qui est importante, c'est que Larry Ellison a vraiment cru au modèle relationnel et a cru aussi au SQL, parce que tout le monde n'a pas cru à SQL. Et Oracle a tout de suite, d'emblée, comporté son moteur SQL. Ils ont tout de suite implémenté leur propre moteur SQL, mais ils l'ont implémenté. Il n'a pas cherché à développer son propre langage de requêtage. Donc voilà, on a DB2 qui est arrivé après Oracle. Et Système R, enfin bref, c'est un truc de fou, alors que tout a été fait par IBM quand même à l'époque. Alors, certains chercheurs, il n'y a pas que Oracle, parce qu'il y a certains chercheurs qui n'ont même pas entendu les résultats de Système R et ils se sont lancés dans leur propre expérimentation. Alors, c'est le cas de deux professeurs de l'université de Berkeley. On a Michael Stonebreaker et Eugene Wong, qui ont lancé un projet qui s'appelle Ingress, sur des fonds publics. Donc, c'est un projet universitaire, financé notamment dans le domaine de l'armée. Donc, on a l'Air Force Office, Army Research Office, Navy Electronic System Command. Donc, ils ont eu des fonds et dans un cadre de recherche très universitaire, ils ont un peu construit le premier projet open source autour d'un modèle de données, enfin une base de données relationnelle. Ils ont appelé ça Ingress et puis il y avait des groupes de recherche, des étudiants qui travaillaient dessus.
Voilà, ça fonctionnait aussi sur des systèmes Unix, DEC. À l'époque, c'était des systèmes qui équipaient les universités. Par contre, ils ont commencé assez tôt, beaucoup plus tôt que Larry Ellison, puisqu'en 1973, ils ont déjà commencé à implémenter certaines choses. Et ils ont décidé d'implémenter, de créer leur propre langage de requêtage qui s'appelle Quell, basé sur l'algèbre relationnelle de code, et qui va directement concurrencer SQL. Bon, alors après Quell, ça a quand même eu du mal à prendre, et face au succès de SQL, Ingress va être réécrit progressivement pour supporter SQL dans différentes solutions. Comme c'est un projet open source, généralement il se passait des bandes magnétiques les uns les autres, et puis les développeurs recodaient Ingress pour fabriquer leurs propres produits. Et souvent, en fait, ils étaient plus convaincus par SQL que par Quell. Donc, ils ont réimplémenté leur propre moteur SQL. Alors, c'est le cas. Alors, il y a une base de données qui s'appelle Nonstop SQL, sortie dans les années 85. Sybase, il y a SQL Server aussi. C'est la même base, en fait. Ce qui est intéressant, c'est quand vous regardez l'arbre généalogique des bases relationnelles, avec les systèmes les plus connus utilisés aujourd'hui, ben on voit, si on considère Système R comme étant l'ancêtre de toutes les bases, hein, on a DB2, Oracle, et puis Ingress qui derrière va propager avec un effet open source toutes les bases qu'on connaît actuellement. Donc Ingress en 85 va se commercialiser, va toujours s'appeler Ingress, et donc ils vont changer le nom, le projet communautaire, on va l'appeler Postgres, et le langage, ce sera PostQuell. Sybase SQL Server, c'était la même chose à l'époque. Ça a ensuite splitté pour donner Sybase d'un côté chez SAP et Microsoft SQL Server. Postgres, lui, va être splitté aussi. Il y a une partie qui va devenir mini SQL. En 93, il y a des chercheurs en Finlande qui voulaient créer une base de données embarquée, mais ça ne leur plaisait pas Quell. Alors ils ont implémenté SQL. Ils ont appelé ça mini SQL, comme c'était mini pour faire des objets embarqués de l'époque. Voilà, ils ont appelé ça MSQL. Et finalement, MSQL a donné naissance à MySQL en 95, comme ça. Et finalement, PostgreSQL s'est enfin dit, OK, on va laisser tomber Quell, on va mettre SQL, et puis on va s'appeler PostgreSQL. Mais PostgreSQL, en fait, c'est le descendant direct. Hein. Ingress, open source, communautaire, universitaire. Postgres, open source, communautaire, universitaire. Et PostgreSQL, et puis voilà. Je trouve ça assez délirant, quoi. Donc voilà d'où ça vient, tout ça. Tout simplement, ben voilà, on a 3 grandes familles de bases de données au final, et puis tous les forks qui vont bien. On est juste dans le monde relationnel, on n'a pas encore parlé du reste. Alors, juste pour conclure cette partie, ben, ça fait 50 ans qu'on utilise ça, que ça évolue. On l'a dit, hein, tout à l'heure, ça évolue même jusqu'à violer toutes les formes possibles, puisque voilà, il y a le monde qu'on appelle non relationnel, qu'on appelle NoSQL, voilà, qui perturbe un peu tout ça. Donc voilà, maintenant, faut quand même se dire que ses forces, c'est son langage, SQL, bien sûr, et c'est ses capacités transactionnelles en mode concurrentiel qui sont très intéressantes. L'intégrité de données, ça, on n'aura on fait mieux, mais en ayant la rapidité, etc. On verra tout à l'heure avec le théorème de Cap, je vous expliquerai ce que c'est, qu'on ne peut pas avoir tout en même temps, en fait. Ce qui est bien, ça permet de modéliser, opérer des données dans tous les secteurs d'activité. On peut tout faire, en fait, aussi. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir de la fin des années 80, on a eu aussi la popularité de la programmation orientée objet. Ça a commencé assez violemment. Alors, c'est vrai qu'il y avait Smalltalk avant, etc. Mais ça a commencé à s'amplifier. C'est devenu assez grandissant. Vous avez des langages comme FL, Ada. FL, c'est de 85. Il y a Awk qui va venir au début des années 90, qui va devenir Java plus tard. Donc, il y a eu un besoin de stocker de l'objet aussi. À un moment donné, ça a été une problématique, se dire, mais il faut que je transforme mes objets en table. Non, mais en plus, je ne dois pas violer la première forme normale. Non, c'est pas possible. Donc, il y en a qui vont construire leur modèle, leur base de données. Alors, par exemple, on a Gemstones, ObjectStore, ObjectivityDB. C'est un truc qui existe encore. Moi, personnellement, je ne les ai pas rencontrés.
Voilà, leur truc, c'était, voilà, ils voulaient stocker les grappes d'objets, et ils voulaient pas tout remettre, relire. Enfin, ça prend un temps fou, quoi, de mapper. Voilà, donc ils veulent éviter les jointures, le mapping objet relationnel. Et puis on parle d'objets persistants. Alors après, il y a tous les mécanismes Java qui vont venir avec les EJB, la façon d'avoir les objets persistants en mémoire, les conteneurs, la façon de stocker les objets sur fichier. Enfin bref, il y a tout un monde qui s'est créé autour de l'objet. Donc ça a fait quand même peur, à mon avis, au monde relationnel. Sauf que il y en a qui ont eu la merveilleuse idée de créer des frameworks de type ORM, qui étaient très bien. Enfin, c'est très bien. Un certain volume, c'est très bien. Donc ça a été largement utilisé, hein, du coup, pour créer le bridge entre le monde objet et le monde relationnel. Pour moi, c'est un pansement, quelque part. Voilà. Même, j'ai adoré travailler avec Hibernate. J'ai adoré comprendre comment c'était fait. C'était vraiment chouette. Maintenant, j'en ai des cauchemars aussi. Quand j'ai vu tout exploser, enfin, voilà, chez certaines grosses entreprises, parce que le volume de données était tellement important que tout a pété. Ouais, fallait revoir un peu les choses. Donc l'ère du monde relationnel perdure, mais voilà, attention au Big Bang des données. Donc c'est ce qu'on va voir par la suite. Je vais juste regarder l'heure. Si vous voulez faire une petite pause, il est 15h27. Ça tombe bien. On va s'arrêter une petite 10 minutes, si vous voulez. J'espère que ça vous a appris un petit peu d'où venait tout ce monde. Et là, on va attaquer la partie un peu plus moderne. C'est-à-dire qu'on va arriver peu à peu aux années 2000, 2010 et 2020, avec les nouvelles structures.